Vienne, 1886. Un jeune médecin du nom de Sigmund Freud présente les résultats de ses travaux au Congrès des médecins. Il rentre tout juste d'un séjour de plusieurs mois à la Pitié-Salpêtrière, le célèbre hôpital parisien, où il aura travaillé entre autres avec le médecin Jean-Martin Charcot, dont il a traduit les cours en allemand. Malgré son enthousiasme, il est accueilli avec froideur de la part de ses homologues autrichiens et allemands. Ses travaux concernent l'étude de ce que l'on nomme à l'époque l'hystérie, mais chez des patients masculins. Si le nom de cette maladie est tiré d'hystéron, qui donne aussi utérus, beaucoup n'y voient alors qu'une pathologie affligeant seulement les femmes. En présentant une étude sur des hommes, il s'attire même certaines moqueries, qui ne l'empêcheront cependant pas de chercher à prouver ses résultats en les reproduisant en Autriche. France, 7 ans plus tard. Un homme décède après 18 mois de coma suite à une tentative de suicide. Il était en proie, depuis plusieurs années, à de puissantes névroses, se rangeant certainement dans les symptômes que diagnostiquait Freud comme hystérie. Il connaissait lui aussi le médecin Charcot, dont Freud fut un temps l'élève, et s'intéressait également aux techniques de suggestion et d'hypnose qui passionnèrent le père fondateur de la psychanalyse. Cet homme, dont l'œuvre ne s'étale que sur une courte décennie, dit un jour qu'il entra dans le monde littéraire comme un boulet de canon et qu'il en sortirait comme un éclair. Une sortie qui fut certainement prématurée, due aux troubles dont le hasard l'avait affligé, mais qui aura, d'une certaine façon, renforcé l'aura mystique qui l'entoure. Cet homme s'appelait Guy de Maupassant. Le Horla est l'une de ses nouvelles, publiée dans sa version définitive en 1887. L'histoire est présentée sous la forme d'un journal intime, tenu par le narrateur et écrit à mesure qu'il sombre dans la folie, hanté par une mystérieuse créature qu'il nomme le Horla. Plutôt riche et confortablement installé dans son manoir, entouré de quelques domestiques, il mène une existence paisible jusqu'au jour où un convoi maritime, comprenant un immense 3-mâts brésilien, passe sur la Seine devant son jardin. Dans les jours qui suivent, il commencera à ressentir une angoisse oppressant son cœur comme son âme. Il commencera à avoir le sommeil agité par de profonds cauchemars. Constamment oppressé, il assiste à des phénomènes de moins en moins explicables par des causes naturelles. Il ressent une présence, invisible mais peut-être pas impalpable, la cause de toutes ces misères, le Horla. Essayant de se prouver que ses observations ne sont que le résultat de crises de somnambulisme, il deviendra au contraire de plus en plus persuadé de l'existence de la créature qui le persécute et s'amuse de sa déchéance. Maupassant décède des suites de sa tentative de suicide en 1893, à l'âge de 42 ans. Depuis son diagnostic de syphilis, et ayant peut-être des prédispositions familiales, il avait développé une paranoïa intense et son état mental et physique se dégradait de manière visible. Si le Horla sort en 1887 et que la gravité de ses troubles ne sera marquée qu'à partir de 3 ans plus tard, lorsqu'ils l'empêchèrent même de continuer à écrire, il est probable que ceux-ci soient déjà présents au moment où il rédige la nouvelle. Dès lors, il est difficile de ne pas vouloir faire de parallèle entre le narrateur du récit et Maupassant lui-même. Plusieurs éléments permettent d'appuyer sur cette comparaison qui s'impose. Le plus évident est la forme même que prend le récit, un journal intime. On a presque le sentiment, en parcourant les lignes, de lire des pages abîmées par le temps qui auraient été retrouvées dans une cache mystérieuse. Comme s'il ne s'agissait plus d'un récit de fiction, mais bien la dernière trace d'un homme publié pour perpétuer sa mémoire. Tout y est évidemment raconté à la première personne. Le narrateur se superpose avec Maupassant, car ils sont bien l'auteur de ce journal. Pour Maupassant, le journal d'un autre, mais à quel point ? Cet homme, tenant nécessairement lieu de personnage principal, n'est jamais nommé, parlant toujours simplement de lui à la première personne. Il est donc aisé de projeter la figure de Maupassant sur le masque vierge de son visage. Les quelques descriptions physiques que l'on trouve ne démentent en rien cette assimilation non plus, et les illustrations des diverses éditions s'amusent à donner une ressemblance certaine entre le personnage et l'auteur, jouant délibérément sur le parallèle introduit par la forme du récit. Cependant, si le narrateur reste anonyme, plusieurs autres noms apparaissent au fur et à mesure des jours qui s'écoulent.
Parmi eux sont fait mention de personnes et de lieux réels, comme par exemple Voltaire ou l'école de Nancy. La frontière entre fiction et réalité s'en retrouve amincie à l'extrême. À la fin du récit, dans la dernière entrée de son journal, le narrateur, ayant échoué à se débarrasser du monstre qui le hante, se tourne vers la dernière solution qu'il peut entrevoir, la mort. Le récit s'achève sur cette amère constatation, incapable qu'aurait été un suicidé de continuer à rédiger son journal, mais sans pour autant nous permettre d'affirmer avec certitude son passage à l'acte. 5 ans après la première publication, Maupassant tentera de se tuer d'une balle, puis s'ouvrira la gorge sur les morceaux d'une vitre brisée. Comme pour conclure sur tous ces parallèles, il se donnera la même fin qu'à son personnage, son avatar. Hanté par la même créature qui lui fera écrire 3 versions différentes de cette histoire, comme autant de tentatives de s'en débarrasser. Mais lui aussi échouant et refusant de faire face plus longtemps, il choisit la tangente extrême. Au cours du récit, à l'occasion d'une excursion à Paris pour s'éloigner des terreurs nocturnes qui le hantent dans son propre foyer, le narrateur assiste à une séance d'hypnose pratiquée sur sa cousine. L'hypnose était alors assez populaire comme technique thérapeutique dans le soin de troubles psychologiques. Sous l'influence de la suggestion du médecin, sa cousine viendra ensuite lui demander de l'argent, puis en perdra le souvenir. Cette expérience marquera le narrateur profondément, et il en viendra ensuite à se demander s'il n'est pas victime de la même sorte d'influence pernicieuse qu'exercerait sur lui la créature. La puissance de ces techniques lui fera alors penser qu'il s'agit là d'une sorte de pouvoir divin qui n'aurait jamais été destiné à l'homme, mais que certains auraient malgré tout réussi à s'approprier. L'un des thèmes majeurs du récit semble en effet être la place de l'homme en tant qu'espèce dans ce monde qu'il a fait sien à la force de son ingéniosité. Pour tous ses accomplissements, l'homme ne s'est malgré tout élevé au sommet du monde animal presque que par la surprenante habileté de ses pouces. Il ne peut presque rien voir, ni ce qui est trop petit ou trop grand, ni ce qui est trop loin, ni même le vent ou l'électricité, les forces les plus puissantes de son monde. Il n'a rien de spécial ou de particulièrement différent des espèces qui l'ont précédé ou celles qu'il domine. Il vit, soumis aux aléas incompréhensibles de son système nerveux, cérébral ou physique. Rien de surprenant alors à ce qu'arrive un autre, supérieur, pour prendre notre place au sommet du monde animal, à l'extrémité de la chaîne alimentaire. Un autre qui viendra nous asservir et se servir de nous, comme nous avons asservi les chevaux et les bœufs. Si l'on ne peut le voir, peut-être est-ce simplement parce que sa nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le nôtre si faible et si maladroitement conçu, encombré d'organes toujours fatigués, toujours forcés comme des ressorts trop complexes. Il est le prochain maillon, supérieur en tout point au précédent. Il est le hors-là. Malgré son apparition récente dans son quotidien, le narrateur perçoit en lui un être aussi ancien que puissant. Un monstre primitif, ancestral. Toutes nos représentations horrifiques ne seraient que des tentatives échouées de capter son essence. L'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde. Le sentant proche et ne pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé tout le peuple fantastique des êtres occultes, fantômes vagues nés de la peur. Ce monstre mythique inspirera plus tard l'une des créatures les plus connues et terrifiantes de la littérature moderne, le Cthulhu de Lovecraft, et toute la mythologie de grands anciens et de dieux extérieurs qui s'est créée autour. On pourrait même imaginer le Horla comme une partie prenante de cet immense panthéon mystique. Les récits de Lovecraft et les créatures mythiques qui le peuplent donneront naissance à un nouveau registre horrifique, l'horreur cosmique. Elle se caractérise par la peur et la fascination, engendrées par des phénomènes au-delà de notre compréhension, qui relèvent d'échelles immensément plus vastes que les petits problèmes des affaires humaines. Ainsi, le Horla, en tant que nouvelle, s'inscrit bel et bien dans cette mouvance, prédatant même sa définition. La créature éveillera chez le narrateur ses sentiments d'insignifiance et le poussera à la folie alors qu'il tente de comprendre la véritable nature de ces phénomènes,
quelque chose qui reviendra de manière récurrente chez les protagonistes humains des histoires du mythe de Cthulhu. Mais ici, l'horreur cosmique est couplée à une forme beaucoup plus quotidienne et proche de nous de la peur. Une horreur domestique. La présence du hors-là et l'angoisse qu'il provoque chez le narrateur passent toujours par des objets ou des situations presque anodines. Une carafe d'eau ou de lait vidée sans pourtant la moindre trace de manipulation, ou bien une rose se soulevant gracieusement dans les airs. C'est d'ailleurs son incapacité grandissante à expliquer de manière naturelle ces phénomènes qui va convaincre le narrateur de l'action nécessaire de quelque chose d'autre, de surnaturel. Ces deux formes horrifiques coexistent entre elles, mais également avec ce côté très ancré dans le réel du récit. Et c'est à travers ce mélange qu'apparaît le fantastique. Si le genre s'est aujourd'hui illustré sur tous les supports narratifs, de l'échelle de Jacob au cœur révélateur, le hors-là en reste certainement l'un des plus célèbres représentants. Le nom même qu'il croit entendre la créature se donner appelle cet aspect. Un néologisme paradoxal, désignant quelque chose qui pourrait être quelque part sans pourtant y être. Au cours du récit, après que le narrateur se soit convaincu de l'existence de cette créature et sa présence quasi permanente à ses côtés, celle-ci cesse brusquement de se manifester. Apparaît alors une peur insidieuse, une peur de l'absence, comme une dissonance cognitive. Quelque chose qui devrait être là, qui devrait se passer, n'est pas là ou ne se produit point. Même si cette chose était désagréable au plus haut point, une fois l'âme préparée à y faire face, il est encore plus gênant de ne rien trouver là où l'on attendait quelque chose. La frustration s'ajoute à une déstabilisante surprise, comme lorsque l'on monte des escaliers et que l'on croit qu'il reste encore une marche à gravir alors que l'on se trouve déjà au sommet. La grande force du récit est bien de ne jamais conclure quant à l'existence du hors-là, de laisser le lecteur dans la même incertitude que son narrateur. Dans la seconde version de la nouvelle, publiée 1 an plus tôt, l'histoire, la même histoire, est racontée par le patient d'un aliéniste à un groupe de médecins que le docteur a conviés. Une fois tous arrivés et installés, le patient leur dit « Messieurs, je sais pourquoi on vous a réunis ici, et je suis prêt à vous raconter mon histoire, comme m'en a prié mon ami le docteur Marand. Pendant longtemps, il m'a cru fou. Aujourd'hui, il doute. Dans quelque temps, vous saurez tous que j'ai l'esprit aussi sain, aussi lucide, aussi clairvoyant que les vôtres. Malheureusement pour moi, et pour vous, et pour l'humanité tout entière. On ne saura jamais la vérité, si le narrateur fut bel et bien hanté par un monstre surnaturel, ou si toutes ces terreurs ne furent que le produit d'un esprit malade. Il appartiendra donc à chacun de se convaincre de la vérité d'une version ou de l'autre, de rejeter en bloc les éléments comme le narrateur dans les premiers jours, bien d'accepter comme vrai tous les récits d'un homme perdant progressivement pied avec la réalité, de croire en la lettre d'un fou.